Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du QG News, au sommaire de l'actualité. En Guinée, après le renversement de l'ancien président Alpha Condé, la CEDEAO a pris des sanctions à l'encontre des responsables du putsch, mais la junte militaire résiste aux demandes de la CEDEAO de libérer Alpha Condé et de mettre en place une transition de 6 mois maximum. L'Éthiopie signe un accord avec une compagnie marocaine pour la mise en place d'une usine d'engrais, un projet pour renforcer le secteur agricole et répondre à la hausse de la demande en engrais. Et puis un pont routier relie désormais le Cameroun et le Nigeria. L'infrastructure permet d'assurer la liaison transfrontalière entre les deux pays et faciliter le commerce. Mais d'abord, au Rwanda, verdict ce lundi du procès de Paul Rusesabagina. L'opposant fait face à 9 chefs d'accusation, dont terrorisme et formation d'un groupe armé. Il serait impliqué avec le groupe rebelle FLN d'attaque au sud du pays en 2018. Il encourt la prison à vie. Ses proches dénoncent un procès politique. Le gouvernement défend quant à lui l'expérience du système judiciaire. Rappelons que Paul Rusesabagina, directeur d'hôtel, est connu pour avoir sauvé plus d'1 millier de personnes lors du génocide des Tutsis. Son histoire avait inspiré le film Hôtel Rwanda. Après les sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre des membres du CNRD au pouvoir en Guinée, la junte militaire dirigée par le colonel Doumbouya a répondu par une fin de non-recevoir aux recommandations de la CEDEAO concernant une transition limitée à 6 mois maximum et leur demande de libérer le président déchu Alpha Condé. Aménéji. En Guinée, le Comité national du rassemblement et du développement CNRD a organisé son premier point de presse à Conakry. Consacré au bilan de la visite des chefs d'État de la CEDEAO, les échanges ont porté sur l'avenir du pays après le putsch du 5 septembre de la junte dirigée par le colonel Doumbouya. Cette dernière semble résister aux exigences de l'organisation régionale concernant la libération du président déchu Alpha Condé et une transition limitée à 6 mois maximum. Ensuite, les nouvelles autorités ont mis en place un compte communiqué indiquant qu'ils prenaient acte de ce communiqué-là et surtout, ils pensaient que la volonté du peuple était supérieure à la volonté de la CEDEAO. Et je pense qu'au-delà de ça, il faut être prudent avec les nouvelles autorités car un délai de 6 mois, bien sûr, est assez court, mais il faudrait mettre à pression afin qu'il y ait des élections qui soient organisées afin de légitimer vraiment les nouvelles autorités en place. Rappelant être dans une logique de concertation nationale pour tracer les grandes lignes de la transition que conduira un futur gouvernement d'union nationale, le CNRD affirme que seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin. Rappelons que l'organisation ouest-africaine a décidé de sanctions ciblées à l'encontre des responsables de la junte. Notamment l'organisation des élections dans un délai de 6 mois et aussi une interdiction de voyager pour les membres du CNRD en plus du gel de leur avoir. Je pense que le CNRD a pris acte de cette décision et surtout invite que la volonté du peuple est supérieure à la volonté de la CEDEAO. On sait que malheureusement il y a une forme de CEDEAO à 2 vitesses, une CEDEAO politique, et le peuple de Guinée critique surtout la CEDEAO de ne pas être intervenue au moment crucial en Guinée. Le colonel Doumbouya, désigné comme actuel président de la République et chef de l'État guinéen, n'a donné aucune indication sur le contenu et la durée de la transition, ni comment seraient organisées les élections. L'homme a toutefois affiché sa volonté d'une refondation de l'État. Et dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi réclame la mise en place d'une commission interministérielle. L'objectif, accélérer le projet de cartographie des minerais du pays, une demande qui fait suite aux fraudes minières enregistrées dans le pays. Le président déplore les scandales d'exploitation illégale des ressources minières et insiste sur l'importance d'évaluer la situation auprès du cadastre minier et de mener une enquête. En Éthiopie, une usine d'engrais locale devrait bientôt voir le jour. Un accord de développement conjoint a été signé avec le groupe marocain OCP ce 18 septembre. Ce projet devrait contribuer à répondre à la hausse de la demande en engrais dans le pays. Marie-Raphaël Antolo. Un accord signé entre le ministre éthiopien des Finances et le groupe marocain OCP, qui est une société anonyme et premier exportateur de phosphate brut dans le monde, permettra à l'Éthiopie de voir naître une usine d'engrais local. Toutefois, cet accord se base sur la faisabilité, l'évaluation d'impact conceptuel, environnemental et social et les études hydro- et géotechniques qui ont été menées dans le pays.
l'Éthiopie, dans sa stratégie et dans sa réflexion, souhaite diminuer de manière importante ses importations, sachant que le pays a des besoins très importants au niveau des engrais, puisque ça représente aujourd'hui plus de 1,4 milliard de dollars par an, et on dit, selon certains observateurs, que ça pourrait atteindre jusqu'à 2 milliards de dollars par an. Via ce projet-là, qui est un coût faramineux, puisque OCP n'a jamais autant investi en dehors des frontières marocaines dans un autre pays du continent, en investissant donc plus de 2,4 milliards de dollars dans cette usine à production d'engrais, il y a donc cette visée d'être autosuffisant à l'horizon de 2030. D'après les clauses de l'accord, un complexe d'engrais intégré sera établi à Dirk Dawa en utilisant les ressources de gaz éthiopiens et d'acide phosphorique marocain. Par ailleurs, le ministère éthiopien des Finances s'est dit fermement convaincu que ce projet contribuera de manière significative à répondre à la demande croissante d'engrais de l'Éthiopie. On est là dans une plateforme intégrée mondiale parce que l'Éthiopie pourrait quand même être l'un des grands pays producteurs d'engrais comme ça en Afrique de l'Est, et ce qui sera important pour la sous-région Afrique de l'Est, c'est le Common Market of East and South African. Alors, c'est une débouchée qui va créer des emplois, c'est une débouchée qui va créer des activités, et les activités qui vont créer comme ça des agropoles industriels, parce qu'il y a un défi industriel, il y a un défi agricole. Vous savez, la sous-région Afrique de l'Est est une sous-région qui a des défis agricoles, et ces défis doivent être relevés comme ça par la production de l'engrais, parce qu'il faut amender le sol. D'après les autorités des deux pays, la réalisation de ce projet nécessitera un investissement initial estimé à près de 2,4 milliards de dollars durant la première phase pour développer une unité de production d'engrais de 2,5 millions de tonnes dans le pays. Selon le ministre des Finances éthiopien, avec ce projet, à partir de 2022, les importations d'engrais en Éthiopie représenteront 1 milliard de dollars et pourraient potentiellement atteindre 2 milliards de dollars en 2030. Le Cameroun et le Nigeria sont désormais reliés par un pont de 408 mètres. Ce pont routier relie la région du sud-ouest du Cameroun à l'état de Cross River au Nigeria. L'objectif est de renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Joël Balou. 408 mètres, c'est la longueur du pont moderne sur la Cross River séparant le Cameroun et le Nigeria. Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 39 millions de dollars, ce tronçon dont les travaux ont débuté en 2017 et achevé en 2021 est un élément clé dans la densification des échanges commerciaux entre les deux nations voisines. Ce pont est tout un symbole parce qu'il ne réunit pas simplement deux pays, mais deux régions, à savoir la CEMAC et la CEDEAO. Donc on espère qu'avec cet ouvrage, on pourra établir une très forte intégration et aussi bénéficier des effets induits de la ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange continentale africaine. Donc c'est un espoir d'une forte intégration économique, des initiatives de paix. Au vu de la situation sécuritaire à la frontière entre les deux pays, la construction de cette voie d'interconnexion routière va consolider la paix entachée par des affrontements, accentuer le développement de cette région, permettre aussi l'interconnexion entre le Cameroun et le Nigeria. La construction du pont ECOC au Cameroun, FOM, au Nigeria s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations camerouno-nigérianes. Il faut dire que malgré les velléités séparatistes de part et d'autre de la frontière, dans le delta du Niger côté Nigeria et dans les régions camerounaises du nord-ouest et du sud-ouest, les échanges économiques sont restés très dynamiques. Le Nigeria reste tout de même le premier partenaire commercial du Cameroun en Afrique. Soulignant qu'à l'intention du gouvernement camerounais, les leaders de la société civile anglophone avaient déjà décrié le manque criard des infrastructures routières et l'enclavement des bassins de production. Aujourd'hui, grâce à la construction de cette voie, c'est une porte d'entrée sécurisée pour des échanges de toute nature entre les deux nations. Dans le reste de l'actualité, l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote entame des négociations pour la construction de la raffinerie de Lekki, un projet évalué à 19 milliards de dollars. Des pourparlers ont démarré avec des grands négociants pétroliers mondiaux afin de financer les travaux. Parmi eux, les dirigeants de Trafigura et Vitol, deux des plus grands négociants en pétrole du monde. La raffinerie bénéficie également de l'appui de la compagnie pétrolière publique du Nigeria. Sa mise en service devrait permettre une hausse de la production de pétrole de 650 barils supplémentaires par jour dans le pays. La République centrafricaine a conclu un accord avec la Banque mondiale. 2 conventions ont été signées pour un montant de plus de 120 millions de dollars. Cette somme vise à désenclaver le pays et relancer l'économie qui devrait entrer en récession sous les effets des crises sanitaires et sécuritaires. Amen Elchi.
Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Ousmane Diagana, a effectué une visite de 4 jours en Centrafrique. De sa rencontre avec le président Touadéra et plusieurs membres du gouvernement, il ressort que le pays veut créer les conditions d'ouverture de l'économie par un projet de désenclavement chiffré à 120 millions de dollars. La République centrafricaine, qui connaît de longues périodes d'instabilité, notamment marquées par des guerres civiles et de multiples coups d'État, devrait ainsi pouvoir désormais faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Si j'étais la personne qui formulait ce projet de la Banque mondiale, j'en aurais fait un projet intégrateur de programme basé sur 4 principaux axes. Le désenclavement maritime, c'est-à-dire la réduction de la dépendance maritime au port de Douala. À cela, il faudrait ajouter l'interconnexion aux corridors existants, l'aspect de diversification et de création des ports secs, l'aspect exportation des produits agricoles. Rompre l'isolement des régions centrafricaines en les ouvrant aux échanges suppose la mise en service de voies de communication auxquelles le gouvernement s'attelle, développant ainsi un important projet de 112 millions de dollars. Il concerne la réhabilitation du corridor vers le Cameroun, l'unique voie d'approvisionnement du pays, mais surtout l'ouverture d'une route vers le Soudan. Tous les corridors routiers qui existent venant de l'Afrique de l'Ouest, qui vont vers la RDC et qui vont vers l'Afrique de l'Est, la Centrafrique qui est au cœur de l'Afrique devrait être le principal centre de connexion de ces corridors. On ne devrait pas toujours parler d'enclavement alors que le pays a tous les pays riverains et voisins qui pourraient être des débouchés commerciaux énormes. Notons que le désenclavement du nord de la Centrafrique figure parmi les nombreuses revendications des groupes rebelles de la zone depuis la guerre civile de 2013. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.